Bienvenue dans Fincher Files, l'émission consacrée au cinéma de David Fincher. Avec la sortie récente sur Netflix du dernier film en date de David Fincher, à savoir Manque, le réalisateur culte de films tels que Fight Club, Seven ou encore The Social Network revient après 6 ans d'absence et une longue escapade dans l'univers de la télévision. A cette occasion, je vous propose de replonger dans son troisième long métrage intitulé The Game, que j'ai pu redécouvrir récemment dans la toute nouvelle édition restaurée en Blu-ray de l'éditeur L'Atelier d'Images, que je vous conseille d'ailleurs car elle a de très bonne facture. Maintenant que le sujet est établi, il ne nous reste plus qu'à y plonger, ou plutôt à nous y laisser tomber. Le film se déroule à San Francisco et suit le personnage de Nicolas Van Orton, un riche homme d'affaires campé par Michael Douglas. À l'aube de ses 48 ans, l'âge qu'avait son père lorsqu'il a décidé de se suicider, on fait connaissance avec un homme antipathique au possible, avide de pouvoir et de contrôle, froid, distant, mais cependant triste. Alors qu'il semble vivre une vie parfaitement organisée, son frère, qu'il semble ne pas avoir vu depuis un long moment, débarque pour lui souhaiter son anniversaire et lui offrir un mystérieux cadeau. Il lui donne ainsi la carte de visite d'une société à l'origine d'un jeu et lui demande de s'inscrire en appelant le numéro présent sur cette carte. La seule explication qu'il donne sur son principe est qu'il est censé apporter du piment à sa vie et qu'il viendra à lui dès qu'il y sera inscrit. Le film reposant énormément sur ses retournements de situation et péripéties, je m'abstiendrai d'en dire davantage dès maintenant. Cependant, dans la suite de la vidéo, je serai amené à aborder des points précis, m'obligeant donc à vous mettre en garde contre d'éventuels spoilers. Je m'efforcerai de vous épargner dans un premier temps et les aborderai ensuite sans retenue lorsque j'entrerai dans la partie consacrée à la fin dont le timecode s'affiche actuellement. D'ici là, je vous souhaite un bon voyage en ma compagnie dans cette analyse de The Game. Étant collectionneur, je vais commencer par vous parler de la nouvelle édition Blu-ray du film qui a motivé l'écriture de cette vidéo. Le film a été réédité par l'Atelier d'Images et profite du master 2K réalisé par Criterion sous la supervision de David Fincher lui-même et de son chef opérateur Haris Savides. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette restauration est magnifique. Ce que j'aurais à en dire de particulier, c'est qu'au-delà d'un visuel très abouti, ce sont surtout les pistes audio qui m'ont bluffé, et aussi bien la version originale que la version française qui, habituellement, n'est pas aussi bien traitée. Pour tout ceci, je vous encourage fortement à vous procurer cette version auprès de l'Atelier d'Images si vous êtes intéressé, car en ces temps difficiles, les éditeurs ont besoin de vous pour survivre et continuer à nous offrir les films que nous aimons dans les meilleures versions et avec les meilleurs bonus. Durant l'été 1991, John Brancato se sent mal. Il est alors un scénariste qui a la sensation de faire du surplace à Hollywood et projette de tout laisser tomber si son prochain projet n'aboutit pas. Parenthèse, ça aurait été pas si mal finalement parce qu'ensuite il a quand même pondu Terminator 3 et 4 et le Catwoman avec Halle Berry. Et ouais, quelle chute. Enfin bref. Sa tristesse et sa morosité lui donnent l'idée d'un service de professionnels dédié à sortir les personnes le nécessitant de cette torpeur. L'embryon du scénario de The Game est né. Il appelle alors son compère Michael Ferris pour écrire une première version du scénario. Celui-ci passe entre de nombreuses mains et parmi les noms rattachés au projet, on retrouve notamment Kiefer Sutherland pour Nicolas Van Orton, le rôle étant initialement prévu pour quelqu'un de jeune, entre 20 et 30 ans, le réalisateur Jonathan Mostow, ou encore Jodie Foster pour le rôle qui deviendra ensuite le frère Conrad Van Orton. Après quelques années, le studio Propaganda s'empare du script et celui-ci parvient jusqu'à David Fincher. Après son calvaire Alien 3 pour la Fox, Fincher revient alors à la maison mère Propaganda, qu'il a cofondée à l'origine comme une boîte de publicité. Il laisse néanmoins le script de côté pour se concentrer sur Seven, car la disponibilité de Brad Pitt en fait une priorité. Auréolé du succès donc de Seven, il revient sur The Game et retravaille le script avec Brancato pour le rendre plus noir et rapprocher le personnage de Van Orton du Scrooge de Dickens. Cependant, la fin lui pose de nombreux problèmes. Il fait alors appel à son scénariste sur Seven, Andrew Kevin Walker, en tant que script doctor pour la retravailler un peu avant le début de la production.
À cette étape, le casting est arrêté et c'est Michael Douglas qui incarnera Nicholas Van Orton. Dans la carrière de Douglas, le rôle s'inscrit comme une continuité de son rôle de Gordon Gekko dans Wall Street, où il incarnait un puissant homme d'affaires inflexible et misanthrope. Cependant, là où Gekko paraissait inhumain de par son absence de sentiments, le personnage de Van Orton est lui empli de tristesse et permet à Douglas d'avoir plus de nuances pour composer l'une de ses performances les plus émouvantes selon moi. Il raconte d'ailleurs s'être servi de sa situation lors du tournage afin de nourrir sa prestation. Il était alors en plein divorce. De son côté, Fincher avait lui divorcé peu avant la production. La deuxième tête d'affiche est campée par Sean Penn dans le rôle de son petit frère. Conrad était à l'origine dans les précédentes versions du script un simple ami de Nicolas, mais Fincher a eu la très bonne idée d'en faire son frère lors de nombreuses réécritures. L'histoire et sa fin reposant grandement sur le traumatisme familial de la mort du père, cette décision permet en fait de recentrer l'histoire un peu plus autour du thème de la famille et aide à justifier les pensées de son personnage principal qui se tourne vers son père très logiquement. Enfin, c'est Deborah Kara Unger qui complète ce trio dans le rôle de Christine, personnage qui suivra Michael Douglas durant un long moment pendant le récit. Elle avait notamment été découverte peu de temps avant pour son rôle dans Crash de David Cronenberg. À la musique, on retrouve Howard Shore, déjà présent sur Seven, mais surtout connu pour Le Seigneur des Anneaux. Le tournage dure une centaine de jours et se déroule à Los Angeles, San Francisco et au Mexique. Durant celui-ci, Fincher est épaulé par le chef opérateur Harry Savides, avec qui il fera également Zodiac. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider? J'ai besoin de papier, il n'y en a plus. Vous pourriez aller m'en chercher à côté? Allez, soyez sympa. Monsieur? Monsieur? L'inspiration principale de la photographie de The Game est le travail de Gordon Willis sur Le Parrain. On le remarque notamment dans la scène du club ici. Au-delà de cette inspiration de la photographie, The Game évoque de nombreuses œuvres autant visuellement que scénaristiquement ou musicalement. Et cela en dépit des déclarations faites par Fincher à l'époque, qui disait n'avoir eu aucune envie particulière de rendre hommage à des films spécifiques. Bien sûr, comme je l'annonçais, en creusant, on trouve assez facilement des références comme Alice au Pays des Merveilles, avec la double utilisation de la chanson White Rabbit, ou alors Le Magicien d'Oz avec une référence directement citée par Van Orton. L'imagerie lors des tests de CRS fait immanquablement penser à Kubrick et à son Orange Mécanique, mais ces séquences peuvent également nous renvoyer à Total Recall, dans lequel règne également une atmosphère paranoïaque et dont l'entreprise Recall permet elle aussi de changer notre vie. Pour en finir avec les références, il faut bien que je parle de celle qui apparaît comme la plus majeure, à savoir le cinéma d'Alfred Hitchcock. Beaucoup parlent de sueur froide quand on évoque The Game, principalement parce que l'action se déroule également à San Francisco et qu'il met en scène un jeu de manipulation tournant autour des thèmes de l'obsession et faisant apparaître une figure similaire de blonde mystérieuse. Pour ma part, j'y vois bien plus de penchant vers La mort aux trousses. Comme Sueur froide, on est au cœur d'un jeu de manipulation qui se referme autour du personnage principal avec également la figure de la blonde mystérieuse, mais cette fois-ci, on est plus proche à la fois sur le fond et la forme. Pour commencer la comparaison, on plonge très rapidement le héros dans l'incompréhension, puis dans l'action, et on lui fait ensuite enchaîner les péripéties jusqu'à la fin du long métrage en éclaircissant progressivement les zones d'ombre, le plus possible selon le point de vue du protagoniste. Enfin pour The Game, c'est même un peu plus particulier sur ce point puisqu'on sent bien qu'il a digéré la formule de son aîné et qu'il en propose une variation prolongeant la paranoïa le plus longtemps possible. Maintenant, c'est surtout la trajectoire des personnages principaux que je trouve extrêmement proche. Tous deux sont des hommes d'affaires aisés, très occupés par leur travail et vivant seuls. Confrontés à l'aventure dans laquelle ils sont plongés de force, ils vont devoir se révéler et évoluer pour pouvoir s'en sortir. La majorité des deux films est d'ailleurs vécue à travers les yeux de leurs personnages principaux. Rarement le spectateur possède des informations que le personnage n'a pas. Fincher respecte parfaitement cette règle, tandis qu'Hitchcock s'autorise lui quelques plans suivant d'autres personnages. Cependant, il s'en amuse parfois en nous amenant sur de fausses pistes. Maintenant je vais aborder une évidence, mais comme je parlais à l'instant de forme, tout comme Hitchcock, David Fincher est un metteur en scène et un narrateur avant tout visuel. Fincher est connu pour être extrêmement maniaque et minutieux, voulant absolument que la moindre de ses scènes soit parfaite. Pause. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un qui apparaît dans un film sorti récemment.
J'ai vraiment du mal à m'en rappeler, je vois pas trop qui c'est. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Il décide d'introduire le film par des extraits de vidéos d'enfance tournés en 8 mm et prolonge l'utilisation de ce format pour en faire des flashbacks tout au long du récit. Tout comme des souvenirs peuvent nous apparaître, ils reviennent par bribes, parfois désordonnés, et laissent principalement place à des moments isolés et marquants qui reviennent torturer le personnage de Douglas inlassablement. Fincher a pensé à énormément de détails durant ce tournage, et notamment en ce qui concerne la crédibilité par le spectateur. Il a cherché à analyser méticuleusement ce qui pourrait mettre en péril notre suspension d'incrédulité durant le visionnage et à adapter la mise en scène en conséquence. You're making a movie, and the audience knows you have control over everything that somebody sees and hears for 2 hours. Every single thing. And the audience knows that you can show them anything. I mean, they know that you've got computers and you can make Tyrannosaurus Rex eat a car. So they know you can do anything. So the question is, what don't you do? Not what do you do? Every time you go to a close-up, the audience knows subconsciously that you've made an editorial decision, that you've said, look at this is important. Well, in a movie like this where everybody's lying, you can run an audience ragged by showing them things that are supposedly important, because everything that's a close-up is important, whether it's important or not. When you cut to a close-up of somebody's face, you're going in for a reason. You're doing it for a reason. There's no choice in the matter. I mean, it's not like you can say, oh yeah, well no, I meant to do it on this one, but this one. It's like, well, you can do it as a red herring, or you can do it, you can do it before you really want to set up what it is that you really want to do, or you can do it afterwards, and but every time you underline something, and a close-up is an underlining of something, every time you do that, the audience becomes aware of it, and they start to catalog those things, because they know that this movie is going to have suspense and mystery in it, and you don't want to exhaust that. So you know that you're getting to, by page 60, you're getting to a moment where you're going to go, all of that stuff was bullshit. So you have to be very, very cautious and careful about when you choose to do it. It's a tricky movie in that respect, and maybe I'm overthinking it, but I always felt like, what you really want to do is get out of the way of the material and not do too many kind of telling, kind of push in on the keys, or too many telling kinds of close-ups of things. Pour tout ce qui concerne CRS, il a voulu rendre leur organisation très professionnelle avec beaucoup de matériel informatique, médical et autres pour que l'on sente qu'ils ont réellement les moyens de faire tout ce qu'ils entreprendront. Au cœur de cette organisation, le visage que l'on a choisi de nous présenter n'est absolument pas un choix anodin. James Mason campe ici un personnage ne semblant pas trop sérieux pour que l'on puisse se sentir plus en maîtrise que lui, plus organisé, voire même plus intelligent. S'il avait été plus sérieux, le sentiment aurait été très différent puisqu'on se serait senti menacé et qu'on aurait eu du mal à lui accorder de la confiance. Dernier petit point que je voulais aborder lorsque Von Horton bascule et qu'il confronte directement James Mason au zoo, il se tient devant une cage de tigres alors que lui-même vient tout juste de se transformer en prédateur. Mais vous êtes fous, ils sont beaucoup trop dangereux. J'ai le sentiment que vous ne comprenez pas. Je suis devenu moi aussi quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et justement, après cette scène, s'amorce enfin le dernier segment du film, celui qui a divisé et qui divise encore le public. Bon, alors comme je m'apprête à aborder la fin, ce sera évidemment full spoiler, vous serez prévenus. Je le disais à l'instant, la fin a énormément déçu lors de la sortie du film et fit de celui-ci une déception pour un public impatient de découvrir la nouvelle œuvre du réalisateur de Seven. A défaut d'être renié par Fincher comme l'est encore aujourd'hui Alien 3, The Game est bien un film qu'il regrette d'avoir fait car il n'est lui-même pas satisfait de la fin.
Pour enfin en venir à la fin en question, le personnage de Michael Douglas parvient à s'introduire dans les locaux de CRS au moyen d'une prise d'otage. Il se rend ensuite sur le toit et quelques minutes plus tard, rongé par la colère et la paranoïa, en vient à malheureusement tuer son propre frère par erreur. Réalisant l'ampleur de son action et ne pouvant pas le supporter, il décide de suivre la même voie que son père et saute du haut du toit de l'immeuble. Monsieur Van Horton, n'ouvrez pas les yeux. C'est du verre sécurite, mais ça peut couper. Tout va bien, respirez. Après sa chute, il atterrit dans un matelas et c'est ainsi que sa partie se termine. Il est alors accueilli par son frère, bien vivant, et une fête est donnée en l'honneur de son anniversaire. Il est assez compréhensible que cette fin en ait déstabilisé plus d'un. Après avoir habilement orchestré la supercherie pendant tout le film, les dernières minutes donnent l'impression de laisser entrevoir les ficelles du scénario et la mise en scène se fait elle-même maladroite. En particulier avec ce plan montrant la structure du bâtiment qu'il traverse. Pourquoi ce plan pose problème ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec une impulsion légèrement plus faible ou plus forte, il aurait atterri sur une grosse barre métallique et aurait à peu près atterri dans cet état. Hormis ce plan, j'arrive plutôt facilement à adhérer à cette fin. Certains sont déconcertés par la facilité avec laquelle notre protagoniste apprend la nouvelle, mais cela ne me choque pas outre mesure, le personnage venant d'effectuer un total lâcher-prise sur sa vie. Remettons les choses en contexte, on vient de suivre l'histoire d'un homme qui perd le contrôle, ce qui pourrait soit dit en passant être la projection d'une peur de Fincher lui-même. Le personnage de Van Horton est mort au début et vivant à la fin. Il n'est pas ici question d'un rise and fall dans la structure, mais plutôt de l'inverse. Un fall and rise, je suppose. On me dit dans l'oreillette que l'expression est validée, c'est bon, le jeu peut reprendre. Je parlais donc de Fall and Rise, ce qui est curieux, soit dit en passant, quand on reconnaît l'importance de la chute au sein du long métrage. La question est donc, est-ce là tout ce que l'on a à retirer de The Game ? L'un des seuls happy end de la filmographie de David Fincher ? Eh bien je ne pense pas. Je définirais The Game comme un prisme, et je parle de prisme car j'y vois un film aux multiples facettes infusant chacune une interprétation différente. L'une de celles qui ressort le plus évidemment est la métaphore de l'industrie cinématographique et de son public qui sont représentés et personnifiés respectivement par CRS et Nicolas Van Horton. En effet, on a ici affaire à une organisation profitant d'un budget conséquent, de technologies de pointe et bien sûr de savoir-faire de professionnels qui sont soit comédiens, soit techniciens. Fincher souligne le caractère parfois inhumain des méthodes utilisées afin de divertir le spectateur, ou plutôt le client. Cette comparaison prend d'autant plus son sens lorsque le protagoniste se rend compte que l'entreprise cherche à lui extorquer son argent. Bisous Disney. Enfin, on pourrait aussi envisager une métaphore plus vertueuse avec le dévouement des équipes à faire vivre au spectateur le moment le plus inoubliable possible. Une autre facette du film est tout simplement, comme son titre l'indique, sa proximité avec le jeu, et plus particulièrement le jeu vidéo de plateforme, auquel il emprunte la construction en niveau, avec clés et indices pour pouvoir avancer. De plus, et même si on ne s'en rend pas compte pendant le film, le scénariste nous dit que le jeu est conçu comme un arbre de décision par CRS, et que donc il n'y a pas un unique scénario gagnant, mais bel et bien plusieurs alternatives dans l'univers du film que l'on ne connaîtra jamais. On arrive maintenant à la dernière ligne droite de la vidéo et j'aimerais vous parler d'une toute dernière interprétation concernant cette fin tant conspuée. Et si Nicolas Van Horton était réellement mort lors de sa chute ? Et si ce plan, que je critiquais plus tôt, représentait son passage de la porte du paradis ? Un passage qui expliquerait son apaisement soudain et qui lui permettrait de rejoindre son frère qui vient également d'y être envoyé. Après tout, c'est à cet instant que tout bascule.
L'implacable force de la vie qui s'était acharnée sur lui pendant tout le film s'est évanouie et il rejoint un monde joyeux et lumineux, l'accueillant à bras ouverts alors qu'il semble enfin en paix avec lui-même. Je disais à l'instant que tout bascule, y compris pour certains notre suspension d'incrédulité. Mais est-ce si étonnant que celle-ci vacille lorsque l'on assiste à un acte religieux aussi fondamental que le passage au paradis, qu'il soit concret dans l'univers du film ou simplement métaphorique encore une fois? Peut-être que pour celle-ci je vais trop loin, mais après tout, le jeu du film n'est-il pas de s'en faire sa propre interprétation? N'était-ce pas simplement ce jeu auquel David Fincher voulait que nous jouions, nous, le spectateur? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la note. La note? Gardez le stylo. Merci. À vous deux. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you